Oui, le cours d'aujourd'hui est enregistré et le cours d'aujourd'hui se base sur les bases de données relationnelles. Moi, c'est comme la semaine dernière, en fait, on enregistrait le cours, du coup, je vous ai envoyé le cours, la vidéo, que j'ai mis sur une playlist, et du coup, vous aurez tous les cours sur la même playlist. Voilà. Donc, c'est le cours pour vous donner les bases. Est-ce qu'on peut fermer le store là-bas, s'il vous plaît? Et là aussi, s'il vous plaît. Enfin, pas entièrement, mais... Tu peux... ouais. Merci beaucoup. Alors, à quoi sert une base de données? À stocker des données. J'ai décidé aujourd'hui que j'allais juste lire les slides. C'est pas ce que je fais depuis le début. Non, ouais. De quoi? Mais non, c'est pas encore de 4 heures. Qu'est-ce que t'es naïf? Ça m'aurait pas dérangé. Mais non, c'est pas un cours de 4 heures, c'est un cours. Je sais pas, il y a combien de slides? Il y en a pas énormément, il y a 24 slides. Ça va prendre 1 heure, hein. Comme ça. Ouais. Donc une base de données, à quoi ça va servir? Ça va vous servir effectivement à... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais, enfin, écoutez-moi pendant que je lis la slide, au moins. Je vais relancer le screencast, je crois. Donc voilà, à quoi ça va vous servir? Actuellement, ce que vous avez fait, c'est que vous avez développé sur votre projet un site web au départ statique avec des articles. Ensuite, vous l'avez dynamisé en mettant un for each autour des articles, autour des cards finalement. Dans ces cards, il y a des informations que vous affichiez. Donc ces informations, c'était les informations du produit que vous affichiez. Et ces informations-là, vous les avez mis généralement, donc même tout le temps, dans un tableau, soit un tableau normal, soit un tableau associatif de cards en fait, avec toutes ces informations. Donc c'est un tableau de produit. Si vous avez fait les choses comme je vous les avais montré, vous avez enregistré en fait toutes ces données, donc ce tableau, dans un autre fichier que vous avez inclus. Comme ça, si vous avez à modifier en fait le tableau, vous le modifiez qu'à un seul endroit. Et du coup, vous avez en fait les données qui sont séparées et les cartes qui sont séparées et l'index qui va faire un include de tout ça. Voilà, ça c'est normalement ce que vous devriez avoir. On va continuer maintenant sur la séparation des données et en disant, bah ouais, maintenant on aimerait que les données soient dynamiques. Donc on aimerait que les données ne proviennent plus d'un tableau écrit en dur, comme vous l'avez fait, mais qu'on aille récupérer l'ensemble de ces données à partir d'une base. Donc cette base, ça va être la base MySQL. Je suis déçu. Je pensais que tu ferais une blague. Voilà. Ah, il a les mains occupées, on peut le shooter aussi. Non, 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 shootez pas, s'il vous plaît. Donc, nous allons utiliser un langage qui s'appelle le langage SQL qui va vous permettre de faire des requêtes sur votre base de données. Qu'est-ce qu'une requête sur une base de données? C'est rien d'autre en fait qu'une syntaxe. Donc une requête, ça va être enfin, le langage SQL, c'est une syntaxe comme une autre, donc c'est un langage comme un autre. Par contre, c'est pas un langage qui ressemble au PHP ou qui ressemble à ce que vous avez ailleurs. C'est vraiment un langage qui est propre à la sélection de données. Donc vous allez avoir des requêtes. Une requête, ça va être une ligne une instruction qui va vous permettre de récupérer telle ou telle donnée dans votre base, suivant comment est-ce que vous les avez organisées. On va voir ça juste après. Donc un peu de vocabulaire. Les données sont stockées dans des tables. Donc ça veut dire que typiquement, vous avez des produits. Donc vous allez avoir une table produit. Si vous avez par exemple des comptes utilisateurs, vous allez avoir une table compte utilisateur. Si vous avez des catégories, vous allez avoir une table catégorie. Voilà. Donc on apprendra dans un cours un petit peu après à modéliser ces bases de données pour pouvoir définir en fait ce qu'on met dans quelle table, comment est-ce qu'on divise par table. C'est à vous en fait quand on vous donne un problème de créer ces tables. Donc c'est à vous en fait de faire la division des données par table. Et il n'y a pas de recette miracle. Donc derrière en fait on utilise des méthodes de modélisation de bases de données, dont une qui s'appelle UML ou qui nous permet voilà, de tout modéliser. Chaque table possède des champs, contient des champs. Un champ, typiquement, ça va être donc, sur la table. Bon, actuellement, là, en dessous, c'est une table personne qu'on doit avoir. Ah non, knight. Bon, c'est une table chevalier. Donc la table knight.
C'est la table chevalier. Et dans la table chevalier, en fait, on a chaque chevalier a un nom, un prénom et un âge. Voilà. Donc le nom, le prénom et l'âge, c'est ce qu'on appelle des champs. Donc la table s'appelle chevalier, knight, et les champs sont l'identifiant, ID pour identifiant, last name, first name et age. On peut toujours mettre en anglais? C'est une recommandation. C'est plutôt une convention. Alors c'est pas obligé parce que c'est toi qui définis finalement le nom. Tu définis le nom des tables et tu définis le nom des champs. Donc si tu veux, tu peux tous les appeler Toto. Mais ou tu peux les mettre en français. Mais par convention, le code étant en anglais, les commentaires sur le code étant en anglais, le nom des tables normalement doit être en anglais et les champs à l'intérieur de ces tables peuvent être normalement en anglais. Mais encore une fois, si tu veux les appeler autrement, tu les appelles autrement. Mais quand tu vas aller travailler en entreprise, ce sera toujours en anglais. Non, mais voilà, ouais, c'est pour savoir. Mais c'est pour vous dire en fait que c'est vous qui le définissez. Chaque ligne est appelée un tuple. Voilà quoi. Chaque. Excuse-moi. Le gallois. Le gallois est Le gaulois. Le gallois, Perceval. Oui, mais 2, le gallois, Perceval 32, c'est un tuple. Chaque tuple possède généralement un identifiant unique appelé clé primaire. Ah ok, d'accord, c'est une blague de référence. C'est pas ça, parce qu'en fait, on t'entend pas à la vidéo. Et du coup, quand vous allez re-regarder la vidéo, on va comprendre que même moi, je n'ai pas compris. Alors, bref. Donc effectivement, chaque table contient des champs. Les champs, finalement, c'est les colonnes. Et chaque ligne, en fait, est appelée un tuple. Donc, chaque ligne, donc là, par exemple, effectivement, ce que disait votre collègue, 2, le gallois, Perceval 32, ça s'appelle un tuple, parce que c'est une ligne. Voilà. Chaque tuple possède généralement un identifiant unique appelé clé primaire. C'est là, en fait, où on va avoir une clé, généralement un identifiant qui est au format integer, donc entier, et qui s'incrémente automatiquement. Ça qui est magique, c'est que quand vous allez rajouter une nouvelle ligne à la table, l'identifiant en fait, va être mis automatiquement et va s'incrémenter automatiquement. Non, pas les identifiants. Mais bien vu. Mais les identifiants, non. Il n'y a pas d'identifiant 0. Il y a une autre question. S'il vous plaît. Oui, parce qu'en fait, on va définir, quand on va créer la table, en fait, on va la créer en disant, bah là, c'est une table qui s'appelle chevalier, qui a un champ last name, first name, enfin un champ last name, un champ first name, un champ age, et aussi un champ ID, qui est une clé primaire en auto-incrément. C'est vraiment tout ça qu'on va dire, en fait, au moment de la création de la table. Avec le langage, en fait, SQL, on va dire tout ça. Nous, quand on va rajouter quelqu'un dans la table, on n'aura plus du tout besoin de mettre l'ID. Voilà, vous n'aurez pas besoin de mettre l'ID. À la création en fait, d'un tuple, donc à l'ajout donc en fait à l'ajout à l'insert dans une table, à l'insert into table, on n'aura pas besoin de définir l'identifiant parce qu'il sera défini tout seul. Par contre, sur un CR1 qui n'est pas bon, ça peut. C'est-à-dire Je sais pas si je veux créer un truc qui s'appelle 2 du lac Lancelot 35. Par contre, effectivement, si tu fais un insert, en fait et que tu mets et que tu définis l'identifiant, parce que tu peux aussi. C'est si tu ne le définis pas, en fait, il l'ajoute tout seul. Par contre, si tu le définis manuellement, eh ben, lui, il va regarder ce qu'on appelle l'intégrité. Donc, il va vérifier en fait que l'identifiant que tu mets est unique. Donc, est-ce qu'il est déjà utilisé? S'il n'est pas déjà utilisé, c'est bon pour lui. S'il est déjà utilisé, en fait, il va râler. Non, il va râler. Il va t'envoyer une erreur. Ouais, si tu crées un ID 5 là-dessus, si tu dis 5, il va accepter. Il va accepter. Et le prochain qui sera automatique, ce sera 6. Ce sera 6. Parce que l'auto-incrément, ce qu'il fait, c'est qu'il fait en fait un max de l'identifiant plus 1. Mais par définition, l'insert, vous n'allez jamais gérer l'ID. Vous allez gérer l'ID quand vous allez faire un update. Quand vous allez mettre à jour une table, en fait, vous allez mettre à jour la table par rapport à son identifiant. Vous allez dire, je veux mettre à jour la table 3, la ligne 3 par exemple, et changer en fait le last name en... Voilà, traître, merci.
Lance-le, en plus, ça marchait. Ah, voilà, exactement. Donc si on rajoute une deuxième table, si on rajoute une deuxième table, donc là par exemple on a la table chevalier, si on rajoute la table par exemple princesse, et qu'on définit en fait un identifiant en auto-incrément, bah, l'auto-incrément va partir de 1. Il va recommencer en fait. Parce que il faut que l'auto-incrément, donc l'identifiant, soit unique au sein de cette table. C'est comme ça qu'il différencie. Par contre, entre deux tables, ouais, ils vont avoir les mêmes identifiants par exemple. C'est pas grave. Donc quelques exemples de SGBD. Alors SGBD pour système de gestion de base de données. Donc en gros, un SGBD, ça va être plus qu'une base de données, c'est vraiment tout ce qui va derrière aussi. Enfin, vous posez pas trop de questions là-dessus. Donc on a des SGBD dits relationnels. Donc, ça c'est des tables relationnelles. On va pouvoir dire, eh ben, la table chevalier, elle est reliée d'une façon ou d'une autre. Ça, on verra ensuite comment est-ce qu'on fait d'une façon ou d'une autre avec la table princesse, par exemple. Non, le nom des tables doit être unique. Unique au sein de ta base. Voilà. Oui, oui, complètement. Par contre, après, dans une table, tu peux mettre... Enfin, les champs doivent être uniques également. Enfin, les colonnes, en gros. Le nom des colonnes doivent être uniques. Donc on dit relationnel, c'est quand on veut faire des relations finalement entre les champs. Donc par exemple, ce que je disais, un chevalier, si on veut lui faire une relation avec princesse, donc ce serait par exemple marié, ben, cette relation, on verra comment est-ce qu'on la fait un petit peu après. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un système de gestion de base de données relationnel. Donc celui qui est le plus utilisé, c'est MySQL. Enfin, les plus utilisés, c'est MySQL. Postgre est pas mal utilisé aussi. Oracle, vous connaissez Oracle, c'est le nom d'une entreprise. Oracle, c'est payant, par contre, c'est très utilisé pour les gros systèmes. Ça reste du SQL derrière, hein. Donc finalement, le mode de requêtage, de création des bases et tout, c'est exactement le même langage. Bon, il y a quelques spécificités en plus. Sur Oracle, on peut aller beaucoup plus loin dans la gestion des données, dans l'allocation des mémoires, choses comme ça. SQLite, c'est une petite base de données qui peut être utilisée pour des petits, par exemple, pour le programme qu'a fait Quentin. Donc avec les tables, il aurait pu en fait sauvegarder les tables chaque jour dans une base de données. Et il aurait utilisé par exemple SQLite, qui est une petite base qui permet en fait de stocker les données dans un petit fichier dans ton programme. Bon, c'est utile quand on fait des petits programmes. Voilà, il y a DB2, ça c'est des vieux trucs à S400. Voilà. Le MariaDB, c'est le nouveau MySQL. Il remplace MySQL maintenant en fait. C'est ça, remplace MariaDB. Ah bah, tu vois, je savais pas. C'est pour ça qu'il y avait un slash, je savais pas du tout. Par définition, moi j'utilise Postgre et encore que généralement on fait justement du NoSQL, donc qui veut dire not only SQL, sachant que SQL en anglais ça se prononce SQL. Donc ce serait, c'est pas MySQL, c'est MySQL. Et du coup c'est du NoSQL. C'est not only SQL. Bref, ça veut juste dire en fait que c'est pas relationnel et la façon de réfléchir va être totalement différente. On va essayer de faire en sorte de faire ça va être des documents, on gère plus des tables, on gère des documents, et dans ces documents, en fait, c'est une sorte de sac dans lequel on va essayer de mettre le plus de choses possible. Et faire des relations entre les documents, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, voilà. Et donc le plus connu, c'est MongoDB. Ensuite, bon, Cassandra, c'est un peu moins connu. Un qui est très très utilisé, c'est Bigtable. C'est développé par Google, et c'est surtout, en fait, l'une des bases de données NoSQL qui est utilisée au plus bas. C'est vraiment au niveau du système, en fait, on est très très proche du système. Alors que MongoDB, c'est assez user-friendly parce que c'est assez haut par rapport à l'utilisation. Bigtable, ça permet vraiment de faire des requêtes d'une demi-seconde sur des millions et des millions de données. Donc le NoSQL, c'est vraiment taillé pour faire des requêtes sur des très très grosses données. Par contre, du coup, c'est plus compliqué de faire des relations entre les données. Par contre, pour requêter une paire de données, là, ça va en 2-2. Il y a CouchDB aussi qui est utilisé, ça c'est pas mal pour les... comment ça s'appelle pour les smartphones, le HBase, je sais pas ce que c'est. Du coup, avec le SQL, tu peux quand même faire du relationnel. Ce sera plus compliqué. Ce sera plus compliqué, ce sera pas tout à fait du relationnel, ce sera un peu différent. Ouais. Ce sera plus, je récupère en fait... je récupère les données d'une table, vu que c'est très facile en fait à récupérer, donc c'est pas d'une table, c'est d'un type de document, et je trie manuellement. Ça va être un peu plus comme ça. En fait, tu fais un tri sur une table, mais tu peux pas dire je veux cette table par rapport à celle-ci.
Dans du e-commerce, c'est plus c'est de la base de données relationnelle. Ouais, c'est rarement du MongoDB. NoSQL, c'est plus quand tu as beaucoup de données en fait, à gérer. Mais c'est pas rare d'avoir les deux. D'avoir par exemple une partie qui est très relationnelle, par exemple pour la partie toi, base de données relationnelle d'un site e-commerce, parce que c'est plein de produits qui ont des catégories, qui ont des prix, qui ont des promos, qui ont des trucs. Donc là, pour le coup, il y a vraiment plein de relations et on en a besoin. Par contre, ça peut être utilisé genre vraiment en back-end, enfin en back-office. Et derrière, en fait, on peut monter une base de données MongoDB qui sera requêtable très très rapidement et faire en fait un duplicat. Ouais. Donc les deux peuvent s'utiliser un petit peu en parallèle suivant. Enfin, c'est pas rare d'avoir plusieurs systèmes de bases de données différents sur une seule et même application. Suivant comment. Mais après, on va très loin dans l'optimisation. Bah d'ailleurs, c'est expliqué ici. Moi, ouais, bon, j'ai lu beaucoup de slides et du coup, je sais pas exactement ce qui est les suivantes. Mais du coup, ça me fait répéter à chaque fois. Mais c'est pas plus mal, hein. On fait ça depuis un mois. Donc du coup, c'est un NoSQL. En fait, ça, c'est une nouvelle slide. Si une entité va contenir toutes les informations qui la concernent, voilà, c'est ça. Donc un étudiant aura toutes ses informations personnelles ainsi que la liste des cours auxquels il participe, alors que sur une base de données SQL relationnelle, on aurait par exemple les données de l'étudiant à un endroit, sur une table, étudiant, et on aurait les données des cours sur une autre table, et on aurait la relation entre les deux. Donc un étudiant participe à des cours sur une autre table intermédiaire. C'est ça qu'on appelle une relation. On met en relation l'étudiant et ses cours. Alors qu'en NoSQL, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas mettre en relation l'étudiant et ses cours, on va faire un seul document, donc un seul sac, dans lequel en fait on va mettre l'étudiant et ses cours directement. Donc en termes de gymnastique, des fois c'est un peu plus compliqué. Hein, parce que du coup, quand on a fait beaucoup de SQL, on arrive sur du NoSQL, il faut vraiment oublier tout ce qu'on a appris. Donc l'avantage, c'est que toutes les informations sont récupérées en un seul appel. Donc quand vous faites, par exemple, je sais pas, bah voilà, là pour le coup, vous voulez afficher le profil d'un étudiant. Eh ben, si vous voulez afficher ses cours, c'est pratique parce que vous récupérez juste l'étudiant en une ligne et vous avez toutes les informations de ses cours avec. Donc ça, c'est pratique. Par contre, il y a énormément de duplications de données. Alors, les duplications seront probables, ouais, c'est même sûr qu'on a des duplications parce que dans ces cas-là, si tu veux modifier par exemple euh, le nom d'un cours, il faut repasser sur tous les étudiants. Ouais, bah, par exemple, ici, on est 18. Si on était en ESQL, vous avez tous en fait un agenda, donc finalement vous allez tous à des cours, et donc vous auriez en fait tous un sac, enfin vous mettrez tous dans un sac, dans un document, donc chacun aurait son propre document, et vous aurez le nom du cours à l'intérieur auquel vous participez. Si je veux modifier le nom de votre cours, il faut que je fasse en fait un for sur tous les 18, et que je modifie le nom du cours en fait qui est à l'intérieur du sac, à l'intérieur de votre document. Alors que si on était sur une base de données relationnelle, j'ai juste besoin d'aller sur la table cours, je modifie et c'est terminé. Parce qu'il y a une relation derrière. Donc il y a des avantages et des inconvénients, il faut jouer avec, savoir composer. Sur du SQL, une entité ne va avoir que les informations qui la concernent directement. Voilà. Elle sera ensuite mise en relation avec des informations périphériques. Donc un étudiant n'aura que ses informations personnelles. Les cours seront renseignés dans une autre entité. Une relation entre les élèves et ces cours seront réalisés ensuite. C'est exactement ce que j'ai dit. On aura 3 tables en fait. On aura une table étudiant, une table cours et une table de relation entre les deux. Alors qu'en SQL, on aura une seule table en quelque sorte. Mais il ne faut pas voir ça comme une table, il faut voir ça comme un document, comme un sac en fait, dans lequel on met toutes les informations possibles et après on le ferme le sac. C'est terminé. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Tu peux faire. Chaque application peut se faire soit en ESQL, soit en SQL. C'est pas trop ça le problème, c'est plus la complexité que ça va amener derrière. Il vaut mieux faire du NoSQL parce que, par exemple, vous êtes plus basé sur de la recherche et sur beaucoup de données. Là, le NoSQL est plus pratique. Par contre, si vous voulez faire un CMS, par exemple, si vous voulez développer un WordPress, moi, je vous conseille quand même de partir sur du SQL. On a essayé de développer pas un WordPress, un CMS, donc un Content Management System, donc c'est comme un WordPress, si vous voulez, dans mon ancienne boîte, et on l'avait fait en fait en NoSQL.
Là, c'est assez compliqué parce que justement, au niveau des droits, au niveau des pages, au niveau de plein de choses, on a besoin de faire un peu de relationnel. Sauf qu'ensuite, on a essayé de mettre du relationnel et le problème de la mise en place. Et le problème de la mise en place de ce relationnel, c'est que derrière, on avait des requêtes qui étaient trop grosses. Donc, la bonne solution, c'était d'avoir un système hybride. Donc, d'avoir et du SQL et du NoSQL. Pour ça, des fois, c'est pas si simple. Bah, le tout, en fait, c'est pas qu'il y ait des duplications, c'est de savoir où est-ce que c'est dupliqué. Et du coup, quand tu veux modifier, d'aller dupliquer, d'aller modifier les duplicats. Voilà. Donc, quand il dit les duplications sont probables, ça veut pas dire en fait, bon, il y a des duplications, mais on ne sait pas vraiment s'il va y en avoir. C'est s'il y a des duplications, on sait exactement où on a dupliqué les données. Donc du coup, si on veut faire une modification, il faut qu'on sache où aller les modifier. Complètement. Et donc du coup, en SQL, il faut beaucoup plus structurer ces données à l'avance. Et donc voilà, il n'y a pas de duplication de données. Alors l'exemple, ça ouais, ils ont repris, hein, ils ont refait cette partie du cours. Donc regardons d'abord la partie de droite. Donc la partie de droite, c'était donc là c'est chevalier et royaume. Kingdom c'est royaume. Donc en gros, on a des chevaliers qui font partie d'un royaume. Donc là par exemple, on voit que le chevalier numéro 1, qui est Arthur Pendragon, qui a 40 ans, en fait fait partie du royaume numéro 1. Le royaume numéro 1, donc là on voit que c'est Kingdom, on va chercher Kingdom, on va regarder le numéro 1, donc c'est le royaume de l'ogre, et la capitale c'est Camelot. Vous avez compris cette relation du coup? C'est ça qu'on appelle une relation. On donne en fait l'identifiant du royaume sur la table chevalier, et après on va regarder en fait dans la table royaume, et on va regarder quelle est la bonne. Dans le premier tableau, tu as l'identifiant du deuxième. Non, c'est bien un identifiant, on fait les relations via l'identifiant, sachant que du coup quand vous allez créer la table, vous allez dire je crée une table chevalier qui possède un identifiant qui est en auto-incrément avec un nom, enfin, un nom en fait qui est un string, un âge qui est un integer et un royaume qui fait référence à la table royaume. C'est exactement ce que vous allez écrire quand vous allez créer votre table. En fait, vous allez faire Kingdom References. En fait, on appelle l'ID du deuxième tableau. Quoi. C'est ça. Et quand vous allez créer la table, bah, il y a un mot-clé, References, qui va dire, bah, là, sur cette colonne-là, donc je l'appelle Kingdom, et je fais référence à une autre table, et c'est tout. Et du coup, vous allez faire référence à cette autre table, et dans cette autre table, à la clé primaire de cette autre table. Et la clé primaire de cette autre table, bah, c'est l'identifiant. Parce que quand vous avez créé la table Kingdom, vous avez dit que l'ID, c'était la clé primaire, donc primary key. Et si on doit croiser avec plusieurs tables, à ce moment-là, on aurait plusieurs identifiants à chaque fois. Donc admettons qu'il y ait une table langue aussi, et que du coup, bah, les chevaliers puissent parler des langues différentes dans les royaumes. On créerait une autre table langue, et la table chevalier, on rajouterait une colonne langue, et on ferait référence à la table langue. Voilà. Non. Une colonne, une référence. Sinon, il faut faire en fait une table intermédiaire. C'est-à-dire que tu feras une table associative qui se mettra ici au milieu en fait avec les deux identifiants. On verra ça plus tard quand on ira un peu plus loin. Mais ça peut se faire. Effectivement, tu peux faire, mais pas dans une seule. Il va falloir créer une table intermédiaire qui a les deux identifiants. Ce qu'on appelle une table d'association. Donc ça, vous avez compris la partie SQL? Ça va? Du coup, maintenant, on prend la partie NoSQL. Et la partie NoSQL, en fait, elle dit juste qu'il y a des chevaliers. Avec, donc du coup, dans ces chevaliers, il y a Arthur. Donc là ils en ont mis qu'un seul. Désolé. Donc il y a un chevalier, Arthur, dont le nom est Arthur Pendragon, âge 40, et il est dans le Kingdom, l'ogre, dont la capitale est Camelot, avec un nombre d'habitants de 100 000. Voilà. En termes de place et d'occupation sur un serveur, tu es quand même sur du NoSQL avec une volumétrie plus grande, tu multiplies les data. Je sais pas. Non, je sais pas si la non, mais je comprends ce que tu veux dire. Vu qu'on duplique les informations, mais je sais pas la taille. D'accord. Non, mais mais je suis d'accord avec Jean-Michel que normalement le SQL devrait prendre moins de place que le NoSQL vu qu'il peut y avoir des duplications. Et après, le fait est que tu vas dire 25 000 fois l'ogre, Camelot, là par exemple, le chevalier qu'il y a, tu dois répéter à chaque fois Kingdom, machin, bit, toutes les informations.
Alors que C'est ça. dans SQL, tu mets que 1. C'est ça. Mais c'est que du texte. Mais je sais pas comment est-ce que c'est Oui. stocké, donc Ouais, voilà. Vous vous renseignerez ou je me renseignerai et je vous dirai. Mais je n'ai pas la réponse. Matériel technologique. Vous avez installé ce qu'on appelle un serveur LAMP. Donc le M de LAMP, c'est MySQL. Le L, c'est Linux, le A, c'est Apache, le M, c'est MySQL, et le P, c'est j'en sais rien du tout. C'est quoi le P déjà? Bon, bah Jean-Michel cherche. PHP, c'est Ça doit être PHP. Hein. PHP, c'est PHP, oui. Ça doit être PHP, ouais. Ou Python, c'est ça. Ou Python. Non, ce serait LAMPI. Ah oui. Ça doit être PHP, exactement. C'est vrai que ça paraît plus ou moins logique. Voilà. Donc pour installer MySQL, c'est sudo apt, apt install MySQL-server dans un terminal. Ça, vous l'avez déjà fait. Vous définissez en fait un mot de passe route. Donc pour le définir, vous faites mysql-uroot-p. Donc là, vous entrez un super mot de passe route. Et ensuite, vous êtes sur MySQL. Donc là, on voit que on rentre sur MySQL. Donc on a une ligne de commande, une invite de commande en fait MySQL, et du coup là on va pouvoir écrire nos requêtes MySQL pour pouvoir créer des tables, pour pouvoir voilà, faire des requêtes et des trucs comme ça. Mais pour l'instant il n'y a rien de créé, pour l'instant c'est vide. On s'est juste connecté. Est-ce que ça va là? Root il doit toujours être, root il peut être exécuté, enfin utilisé en local mais jamais en production. Donc en production vous devez créer un autre utilisateur qui aura accès en privilège. Enfin, qui aura les privilèges en fait uniquement pour toucher la base de données que vous avez créée. Est-ce que vous comprenez? Non? Il y a, sur MySQL, il existe différents types d'utilisateurs, enfin différents utilisateurs. Donc il y a l'utilisateur root qui lui en fait par défaut a tous les droits, il fait ce qu'il veut. Donc il peut supprimer une table, voilà. Si vous faites hacker votre passeport de root, bah, vous êtes mort. Parce que grosso modo, en fait, l'attaquant va pouvoir supprimer votre base de données, requêter des emails par exemple, voilà, faire un petit peu ce qu'il veut. Et même aller voir en fait les autres bases. Quand vous êtes sur MySQL, vous n'allez pas avoir qu'une seule base de données, vous allez en avoir en fait plein. Au départ, vous vous connectez, il y en a 0. Alors en fait, en réalité, il y en a qui existent, mais c'est les bases de données système, que vous ne toucherez pas. Mais par défaut, il n'y en a aucune. Et quand vous allez développer en fait plein de projets, vous allez créer plusieurs bases de données. Donc là, par exemple, on créerait en fait une base de données Moyen-Âge sur les petits exemples qu'il y avait, voilà, et on mettrait nos deux tables dedans. Mais on pourrait créer aussi une deuxième base de données à côté, qui serait base de données projet, dans laquelle on aurait nos tables. Et le but du jeu, en fait, c'est d'utiliser des utilisateurs différents pour chaque base de données, qui ont les droits uniquement de modifier leur base de données. Donc on créerait un utilisateur, par exemple, Moyen-Âge, qui aura les privilèges, qui aura les droits, mais parlons de privilèges, de ne modifier que cette base de données. Et donc du coup, si on se fait pirater et que la personne en fait arrive à rentrer en fait sur MySQL avec le password de cet utilisateur-là, elle ne pourra pas les supprimer à côté. Mais du coup, par contre, les utilisateurs, c'est ceux qu'il y a sur mon ordinateur ou c'est ceux que je crée directement pour MySQL? C'est ceux que tu crées directement pour MySQL. Donc du coup voilà, en production, il faut toujours avoir des utilisateurs différents, mais en local, on s'en fout. Parce qu'en local, on vous fait confiance. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Il faudra bien penser à créer un autre utilisateur. Et cet autre utilisateur, d'ailleurs, quand vous allez le créer, vous allez lui donner des privilèges. Je dis bien privilèges parce que c'est le mot-clé que vous allez utiliser. Et vous allez mettre voilà, différents privilèges. Donc par exemple, le droit de lecture, le droit d'écriture, le droit de mise à jour, le droit de supprimer une base de données, le droit de créer une base de données. Donc typiquement, on ne lui donnerait pas le droit de créer ou de supprimer une base de données. On lui donnerait juste, en fait, sur une base de données, le droit de lecture, écriture et modification. Donc SQL, qu'est-ce que c'est? C'est un langage qui veut dire Structured Query Language. Ouais, mais c'est pas faux. Alors grâce à ce langage, vous allez pouvoir créer des tables, créer des tables avec des champs, récupérer les données, ajouter, modifier, supprimer les données, relier les données entre elles. Ça va vous permettre d'afficher toutes sortes de requêtes pour l'interrogation de la base et son administration. Le SQL est un standard, il est utilisable avec tous les SGBD R pour relationnel à la fin en fait. Le dernier R c'est relationnel. Donc par exemple, en SQL, pour créer une table, c'est create table. Voilà. Pour récupérer des données, c'est select. Select
from, le nom d'une table. Donc c'est select des champs, from, le nom d'une table. Ajouter, modifier, supprimer des données. Ajouter, c'est insert. C'est insert into le nom de la table. Et après, les données. Modifier, c'est update. Non, c'est update. C'est mise à jour. Modify, c'est quand tu changes de colonne. Modify, c'est quand tu changes de colonne, ouais. Supprimer, c'est delete. Voilà. Avec d'autres choses derrière, bien entendu. Hein. On va dire ce qu'on supprime, on va dire ce qu'on modifie. Mais vous aurez les... relais des données entre elles, ça va être join. En fait, vous allez faire en gros... Vous allez récupérer des données par rapport à une liaison entre... Donc ça va faire un select from une table, join une autre table. Bon, ça, on verra plus ça en pratique. Ouais, donc là... Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que la première chose à faire, c'est de créer une base de données. On en a parlé un petit peu au-dessus, mais il n'y avait pas le... C'était pas listé là. Donc la première chose à faire, c'est de créer une base de données par projet, avec le mot-clé create database, le nom de la base de données que vous voulez créer. Donc par exemple, tout à l'heure, on parlait de la base de données Moyen-Âge, on ferait create database, espace, Moyen-Âge. Ça créerait en fait la base de données Moyen-Âge. Par contre, il faut bien vérifier qu'on est connecté sur le prompt MySQL. Donc avant, il faut s'être connecté en fait en faisant le MySQL-U route. Le nom de la base, c'est pareil, voilà. Underscore, il faut que ce soit... faut pas qu'il y ait d'espace, faut pas qu'il y ait de... Je crois qu'il n'y a pas de caractères spéciaux. Tiret underscore accepté. Dans le terminal, on s'en fout des majuscules. Non, alors effectivement, on n'est pas obligé de quoi pour le créer de database. Voilà. Effectivement, on n'est pas obligé de mettre en majuscule. On select et tout. C'est pas obligatoire, mais c'est bien de le faire. Elle va se stocker en fait dans le dossier data normalement de MySQL. MySQL, il est installé à quelque part sur ton ordi. Toi, typiquement, tu es sous le Memp. Donc c'est Mac, c'est comme LAMP, mais M c'est le Mac. Bah, du coup, ta base de données, elle va être sous Memp Pro. Mais touche pas, hein. T'as pas le droit d'aller dessus. Non. Et tu les vois pas en fait. Non. Tu vas pas le visualiser. C'est parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'ouvrir, tu vas faire une modification, tu vas faire enregistrer, sauf que ce que tu vas ouvrir, en fait, ce sera illisible parce que c'est du binaire. Et du coup, tu vas corrompre en fait ta base de données. Donc non, touche pas. Non. Mais il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Alors, les données, non, après, c'est pas bête, hein. C'est une très bonne question. Les données sont stockées, en fait, dans des fichiers, effectivement. Alors, elles sont pas stockées dans un fichier, hein. C'est pas une table par fichier, ce serait trop facile. C'est une multitude de fichiers, c'est très compliqué, c'est un peu comme Git, hein. Les commits, c'est pas stocké dans un dossier, hein. Enfin, dans un fichier spécifique. Voilà, il y a un truc derrière. Vous allez pouvoir trouver les fichiers où est-ce qu'ils sont, mais c'est des fichiers binaires. Donc un fichier binaire, ça veut dire que c'est pas comme un fichier .php et quand vous le mettez quand vous faites nano le nom du fichier, vous pouvez voir ce qu'il y a dedans. Un fichier binaire, vous allez pouvoir faire nano le nom du fichier, mais vous allez rien comprendre ce qu'il y a dedans. Et vu que c'est du binaire, en fait, en gros, c'est des 0 et des 1. Si vous faites une seule modification, un espace ou machin, votre base de données, elle est foutue. C'est pour ça que je dis non, tu la touches pas. Une autre question, parce que c'est une base de la Les membres, c'est pas... Alors, vous pouvez utiliser MySQL... PHPMyAdmin, pardon. Vous pouvez aussi utiliser MySQL Workbench. Ouais, j'ai ça. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser MySQL Workbench. Parce que PHPMyAdmin, ça vous le fait installer. PHPMyAdmin, c'est un site web. Donc, en fait, vous allez trouver... Ça va vous faire télécharger un zip. À l'intérieur de ce zip, en fait, il y a un site web avec un index.php. Il faut que vous le mettiez, en fait, dans un serveur Apache. Et du coup, vous allez pouvoir visualiser PHPMyAdmin avec localhost. Ça va être 88, 86, enfin voilà. Vous mettez le truc que vous voulez dans le... Et du coup, vous allez voir votre PHPMyAdmin. Sauf que PHPMyAdmin, en soi, il y a énormément de failles. Et il faut éviter de l'utiliser en production. Donc vous l'utilisez sur votre poste, c'est bien. Mais sinon, c'est pas top. En plus, ça vous le fait installer, donc c'est compliqué pour vous. Enfin, qui êtes débutant, donc moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser MySQL Workbench, par exemple.
Mais si vous arrivez, enfin si votre PHP MyAdmin en fait il a été installé correctement, tout, bah, vous l'utilisez quoi. Il va se connecter automatiquement à votre base de données. Sinon en fait MySQL Workbench, ce qui est pratique, c'est que c'est un logiciel cette fois-ci. Donc vous installez, que vous téléchargez, et voilà, et qui est gratuit, hein, qui est développé par, je crois que par Oracle en plus, ou par, aussi par Oracle. Je sais plus, non, 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 par MySQL direct. Ah, par MySQL directement. Non, par Oracle. Non, par Oracle. Non, par Oracle. Bon, ok. Bon, il est développé par des développeurs. Mais tout le monde est d'accord, hein. Et du coup, en fait, vous allez le lancer et il va vous demander une nouvelle connexion. Vous faites nouvelle connexion et là, ce qu'il va vous demander, ça va être l'adresse de votre base de données. Donc l'adresse, on a vu que c'était normalement c'est localhost 8886, non 8889 ou 3306 pour MySQL par défaut, ça dépend. Le nom de votre base, donc vous ce sera wild et login mot de passe, ce sera root et le mot de passe que vous avez défini. Ou un autre utilisateur si vous voulez, et du coup il va se connecter dessus, et là vous allez visualiser toutes les bases qu'il y a dessus, enfin toutes les tables qu'il y a sur votre base. Voilà. Si vous voulez plus de documentation sur, sur le Create Database, vous avez le lien vers la doc ici. Par contre, si tu peux pas faire ça quand tu es poussé sur un site, tu es obligé de te connecter par terminal. Alors ça dépend, si tu l'as mis en production. Donc mettre en production, ça veut dire que tu as déployé ton site sur un serveur. Oui. Sur ce serveur-là, tu as installé MySQL. Sur ce serveur-là, si tu veux, tu peux installer PHP MyAdmin. Oui. Et à ce compte-là, en fait, tu auras accès visuellement. Mais PHP MyAdmin, en fait, c'est pour pouvoir visualiser, vraiment, mais avec un truc un peu plus user-friendly, vos bases de données, sans avoir besoin d'utiliser le prompt. L'autre solution, ça va être de vous connecter en fait à votre serveur en SSH. Voilà. En fait, d'ouvrir un terminal sur votre serveur et du coup de lancer en fait le prompt MySQL et là vous aurez accès à tout. Tu peux modifier, tu peux faire ce que tu veux. Créer, modifier, supprimer, ce que tu veux. Ouais, bien sûr, tu peux faire des selects, je vous le montrerai, hein, je l'aime, PHP MyAdmin. Mais c'est prévu mon cher. Mais d'abord tu vas te casser les dents tout seul. Et vendredi je vous ferai des trucs. Voilà, alors comment est-ce qu'on crée une table? Alors on va créer une table student, histoire d'être totalement en raccord avec l'exemple qu'on avait juste avant. C'est pas vrai du coup, hein. L'étudiant chevalier. Donc là c'est une table étudiant, donc avec identifiant, first name, last name, birthday et adresse. On voit que tout de suite après, donc au début, c'est le premier mot-clé, c'est le nom du champ. Deuxième mot-clé, ça va être le type du champ, donc int pour integer, pour dire que ça va être un entier. Varchar pour dire qu'en fait ça va être une chaîne de caractères. Entre parenthèses, ça va être la longueur de cette chaîne de caractères. Vous devez le savoir par avance, la longueur des chaînes de caractères. Pourquoi? C'est pour effectivement éviter que la base de données prenne trop de place. Donc si par défaut, en fait, vous savez que ça ne va pas dépasser tant de chaînes de caractères, enfin tant de lettres, il faut le spécifier, il vaut mieux utiliser un varchar. Vous allez comprendre pourquoi après. Birthday, vous mettez date. Et adresse, on voit qu'on met texte. Donc texte, ça veut dire que c'est pareil que varchar, mais c'est illimité cette fois-ci. Vous pouvez mettre autant de texte que vous souhaitez dans le champ adresse. Par contre, la problématique, c'est que ça va prendre plus de place sur votre disque dur, et ça va être aussi un peu plus long à requêter. Par contre, pour le varchar, imaginons que quelque chose qui est 39 caractères. Ouais. Je peux lui en mettre 40 pour être sûr. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Là, en gros, on se rend bien compte que la first name, en fait, on dit juste que le first name, il devrait pas dépasser 100 caractères. Donc là, du coup, on sait que, par exemple, c'est souvent qu'on a, par exemple, pour les tweets, un tweet, c'est quoi? C'est 160 caractères? Ils ont augmenté 140, bon. Ça a été doublé. Bon, c'est 280, du coup, vu que tu sais que c'est 280 piles, ici, tu fais un varchar de 280. Qui va être transformé en un texte en fait de 280 caractères, mais qui ça va être stocké en fait dans 280. Il n'y aura pas un octet, il n'y aura pas une lettre de plus allouée. C'est surtout pour les tailles. Hein. Ah non, il va planter. Non, il va planter. Ah ça va planter. En fait, ton insert va te dire non, parce que tu as un champ en fait qui ne répond pas aux conditions. Si on a une comme ça et qu'on veut rentrer l'information, si
On est obligé de limiter ça avec le HTML en faisant maximum. Ouais, alors donc tu vois, en fait, tu vas vérifier en JavaScript d'abord, et après, tu vas quand même vérifier en PHP. Tout ce que tu insères dans la base de données, c'est tu vérifies en PHP. Parce que à partir du moment en fait, où c'est vérifié en JavaScript, c'est pas suffisant. C'est bien de le vérifier en JavaScript parce que du coup, c'est un peu plus interactif. Par exemple, dans un champ, tu vas mettre un compteur enfin de lettres, et ça va te permettre de le mettre en rouge, ou trucs comme ça, quoi. Donc ça va être un peu plus interactif. Mais par contre, quand il l'envoie, ouais, côté PHP, tu vas quand même revérifier, parce que c'est le côté PHP qui est secure. Côté JavaScript, c'est pas secure. Le nommage des colonnes, mais pas de... Pourquoi? Ah, first name, last name, mais non, ça s'écrit comme ça, tu peux l'écrire comme ça. Ouais. Euh, ouais, normalement, en plus, sur les bases de données, c'est le snake case. Alors, c'est là que c'est un petit peu compliqué, parce que le truc, c'est qu'on peut vite se tirer une balle sur... alors, attends, dans la base de données, on fait du snake case, mais par contre, sur le PHP, on fait du camel case, quoi. Mais comme ça, tu sais que tu écris du snake case dans tes requêtes. C'est pour ça qu'ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une ORM pour Object Relational Mapping. Et le nom de la table, en fait, on va l'écrire une fois à un endroit et on l'utilisera plus jamais. Donc, c'est vrai que là, ça va être un petit peu compliqué, parce qu'on va jongler un peu entre les deux. Mais ensuite, ça sera transparent pour nous. Pour vider une table, vous faites truncate table, le nom de la table. Attention, ça ne vous demande pas de confirmation, hein, donc ça vous supprime la table. Enfin, le contenu de la table. Ça la vide, mais ça la supprime pas. Ah bah ouais, ça supprime que le contenu. Ça fait un delete en fait de l'ensemble du contenu. Pour supprimer la table, c'est drop table, le nom de la table. Alors ça pareil, faites gaffe quoi. Il n'y a pas de confirmation. Hein. Là, vous savez quoi faire. Enfin, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Donc typiquement, ouais, éviter. Voilà, vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire, sachant qu'avec Symfony, par exemple, tout ce qui est create table, bon, pas truncate, mais drop, vous n'allez pas le voir. Ça, Symfony en fait intègre Doctrine. Doctrine, c'est un outil de gestion de base de données en ligne de commande entre autres, mais ça va vous gérer des migrations, enfin des fichiers et tout. Et quand vous allez par exemple ajouter une nouvelle table, ça va vous générer un fichier, ça va vous générer automatiquement la requête. En fait. Et vous, non, vous aurez plus besoin de toucher de SQL. Enfin, vous aurez plus besoin de toucher du SQL au niveau du create, du delete. Il y aura que sur des selects et des updates éventuels où vous aurez besoin de le toucher. Mais vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire et ce qui se passe derrière, parce que vous pouvez avoir la création d'une table qui va demander la reprise de données, par exemple, et donc là, en fait, ça va vous créer un fichier de migration avec, ça va vous générer automatiquement le create table, mais si vous voulez faire une reprise de données, pour une raison X ou Y, ben, il faudra savoir faire du SQL. Donc vous n'allez pas forcément en faire beaucoup ensuite avec Symfony, mais vous devez savoir ce que ça fait. L'insert into, c'est pour insérer dans une table. Ça paraît normalement assez simple. Hein. Insert into, c'est insert dans quoi? Bah, la table étudiant, student. Et là, après, on part dans les paramètres. Donc, on ouvre la parenthèse et on met les noms des paramètres. Alors, quand je dis les noms des paramètres, ça va être les noms des champs qui vont être ajoutés. Et ensuite, on met values entre parenthèses. Et là, on met les valeurs des champs dans le même ordre que les noms des champs au départ. Donc, si on ne met pas les noms des champs au départ, ça fait. Alors, non. Parce que si on ne met pas les noms des champs au départ, en fait, il va partir du principe qu'il y a tous les champs. Tous les champs dans l'ordre. Ouais. Donc, du coup, si on ne met pas les champs au départ, il va partir du principe qu'il y a tous les champs et automatiquement, le premier champ, c'est l'identifiant. Enfin, pas automatiquement, mais quand tu vas regarder en fait ta table, normalement, quand tu fais un describe, c'est pour décrire en fait ta table, les champs vont s'afficher dans un certain ordre, et donc du coup, tu vas avoir l'identifiant à un endroit, et là, il faudra mettre quelque chose, quoi. Donc dans ce cas-là, il faudra mettre nul. Si tu mets nul sur l'identifiant lors d'un insert, il va faire son auto-incrément tout seul. Ouais. Il y a plusieurs formats de date. Ouais, il y a plusieurs formats de date. Sachez que les dates, que vous soyez dans n'importe quel langage, c'est toujours la chose la plus compliquée à manipuler. Les dates, c'est dans n'importe quel langage, que ce soit du SQL, du PHP, du JavaScript, du VB, enfin, ce que tu veux, les dates, c'est toujours une horreur. Et le pire, c'est les heures.
Et oui, parce que les heures, il y en a qui sont à l'heure d'été, il y en a qui sont à l'heure d'hiver, les gars. Et il y en a qui ont. Et puis il y a des fuseaux horaires. Et puis il y en a qui sont pas sur le même fuseau horaire, mais qui sont à peu près au même endroit. Et ouais. Et puis il y en a, ils ont pas un fuseau horaire plus un moins un. Il y en a qui ont plus un et demi. Et ouais. Et ça, c'est la mort. Et puis, tu as certains États qui changent d'heure d'été et d'heure d'hiver, mais tu en as d'autres qui ne le font pas. Par exemple, en Australie, suivant les États où vous êtes, ils changent, ils sont à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. Mais enfin, ils changent d'heure ou ils changent pas d'heure. Et sachant que c'est pas une question de, c'est pas une question de fuseau horaire, parce qu'ils sont sur le même fuseau horaire en fait. Ils étaient sur le même. Par exemple, si tu es à Sydney, tu as un certain fuseau horaire, et si tu montes un peu plus haut, c'est pas Cairns, si c'est Cairns en haut à droite, et ben là, pas de chance, t'es juste au-dessus, donc t'es sur la même latitude quoi, mais eux ils ont pas changé d'heure. Pour l'heure, ça dépend du lieu de ton horaire. Bah, ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va enfin, l'heure, par exemple, c'est pas une question d'heure de serveur. L'heure, c'est une question de à qui tu l'affiches. Et qui tu la donnes? C'est une question de l'heure du. Par exemple, admettons qu'on crée des événements. On crée un événement. Bah, l'événement, en fait, l'heure qui va être affichée, ça va être par rapport à toi, ça va être par rapport à moi, ça va être par rapport à toi où tu es sur le globe. Donc le stockage des heures, ça va être rigolo. Alors on utilise ce qu'on appelle un timestamp. Hein. Ouais, alors le timestamp, vous regarderez sur le net la définition exacte, mais en gros c'est le nombre de secondes qui sont passées depuis le 1er janvier 1970 à Greenwich. Et du coup en fait le timestamp, on sait comment enfin on a des méthodes de conversion en fait, de ce timestamp en l'heure locale. Quoi. Ouais, stamp, tac. Mais voilà, il faut le savoir quoi. Alors les dates, bon, quand c'est une date, oui, on peut le stocker comme ça parce que c'est pratique. La date, elle change pas. Quoi. Bon, sinon c'est. Si on veut par exemple ajouter une école, donc là on voit que école par exemple, c'est la table école. Il y a 3 champs qui sont ID, City et Capacity. Et sur le Insert Into, on n'a pas défini dans le nom, enfin dans le nom des champs le ID, donc du coup on le définit pas dans les values. Vous avez compris ça Donc on dit. Pardon? Et l'ID va se mettre automatiquement. Donc on définit d'abord dans quelle table on va faire l'ajout, ensuite les champs qu'on va ajouter, et ensuite les valeurs de ces champs, dans le même ordre qu'on a mis le nom des champs. Donc là, c'est des simples codes. Pourquoi ce MySQL nous emmerde avec l'accent aigu? Je sais pas. Parce que MySQL, ça marche avec des accents aigus. Après, ça va dépendre aussi de ton encodage. Si tu mets du InnoDB, Oui, c'est ça. voilà, on en discutera plus tard. Une question d'encodage. Le select, donc là c'est bien, maintenant on a ajouté des données dans la base. Maintenant on veut les requêter. Donc quand on dit je veux requêter la base de données, généralement c'est je veux récupérer ces données. Donc je vais interroger la base de données. Et comment est-ce que je vais faire? Je vais dire je veux sélectionner. Et pour sélectionner, c'est le mot-clé select. Qu'est-ce que je veux sélectionner? Donc tous les champs dans la table, donc tous les champs dans la table c'est étoile. Vous savez que étoile ça veut dire all normalement? Non? Le étoile, en fait, souvent, en informatique, généralement, quand on parle de étoile, ça veut dire tout. Donc, all. Donc là, ça veut dire select tous les champs from, donc, qui proviennent de la table student. Donc là, en gros, ça va nous afficher tous les champs de student. C'est le printer. Ouais, exactement. Si tu veux. Après, on peut dire autre chose. On peut dire oui, mais moi je veux pas tous les champs de la table student. Moi, je veux pas l'identifiant. Je veux pas l'âge de la personne. Je veux juste sélectionner. Là, on met le nom des champs séparé par une virgule. Donc, je veux sélectionner le first name, le last name, qui proviennent donc from la table student. Ok? Il fait rien d'autre. Select, c'est juste je lis. Je lis, on est en lecture. Point. Ouais. Alors si, ça va s'afficher. Bah, Les résultats vont. Oubliez PHP. Ah oui, t'as raison. Les résultats vont s'afficher dessous. On va faire un live après. Il s'affiche directement dans l'examen. Il s'affiche directement. Quand tu vas faire select. Exactement, il s'affiche directement dessous. Hein. C'est vrai que c'est bizarre qu'ils n'aient pas affiché. Qu'ils n'aient pas mis le résultat là. C'est pas grave. Mais oui, effectivement, ça s'affiche dessous. Je vous montrerai comment on va faire un petit live coding juste après.
Là, c'est pareil. Alors après, on peut mettre une condition. On peut dire, parce que là, par exemple, dans le premier et dans la deuxième ligne, il va récupérer toute la table étudiant. Donc, admettons que sur la table student, on ait, je sais pas, 10 000 étudiants. Ça va afficher 10 000 résultats. Hein. Donc, des fois, voilà, ça va être un peu long. Donc, si on veut afficher que les étudiants qui s'appellent Arthur, eh ben, on rajoute une condition qui s'appelle where, donc où, ben, le first name est égal à Arthur. Donc là, il va nous sélectionner, il va nous afficher le first name, le last name qui proviennent de la table étudiant, donc student, où le first name est égal à Arthur. Voilà. Si on affiche Arthur, Voilà. Si on a dit Arthur, paf, il va afficher le prénom et le prénom et le nom de famille en fait de ces 10 Arthur. Donc normalement, le first name, ça va toujours être Arthur, mais ça va être que le last name qui va changer. On peut même faire des choses un peu plus compliquées. C'est-à-dire qu'on peut dire... ça veut dire... On peut dire... on peut dire, je veux afficher le prénom et la date d'anniversaire des étudiants qui sont nés après le 1er janvier 1995. D'accord ? Donc là, on fait un as. Le as, ça veut juste, c'est un alias. Donc c'est birthday as B. Donc c'est un alias. On va pouvoir utiliser en fait BI à la place de birthday. Donc là, on va dire where B, donc l'alias de birthday, est supérieur au 1er janvier 1995. Exactement. On n'est pas obligé de mettre l'alias, donc on pourrait mettre where birthday supérieur à 1er janvier 1995. On peut faire plein d'autres choses. Là, avant, on a mis first name égale Arthur, mais ça va nous sélectionner tous ceux en fait qui s'appellent exactement Arthur. Si on a un qui s'appelle Arthur sans H, ça va pas le sélectionner par exemple. Ou qui a un A, ouais, et s'il a un A minuscule, ça va pas le sélectionner non plus. Donc après, on peut faire des requêtes un peu plus compliquées avec like par exemple. Donc le like, lui, on va pouvoir lui définir ce qu'il y a après Arthur ou ce qu'il y a avant Arthur. C'est ça, sauf que c'est l'exception qui confirme la règle. L'étoile, ce sera pas étoile, ce sera pourcentage. Bah voilà. Mais on va faire un exemple après. Dans celle du bas, on aurait pu faire juste select, first name, where, birthday. Il faut mettre le from. Ouais, from, voilà. From student. Where, birthday. Hmm. Donc on enlever Le B. birthday as B. Oui. Non, mais par exemple, si tu veux afficher juste le nom. Et par contre, on n'affichera pas la date. Mais oui, exactement. En fait, on peut enlever le birthday as B. Par contre, ici, il faudra écrire birthday. C'est pratique quand tu as beaucoup de requêtes avec une table. Maintenant, je mets à jour. Donc, on a vu comment créer une base de données, comment créer une table, comment sélectionner des données comment insérer des données dans cette table, comment sélectionner des données dans cette table. Ah bah maintenant, on aimerait modifier ces données. Pour une raison X ou Y, la personne elle est allée sur son profil, elle veut changer son nom et son prénom. Bon là, on repart avec les écoles, donc du coup ça marche plus, mais c'est pas grave. Donc pour mettre à jour, par exemple, la capacité d'une école, la capacité c'est le nombre d'étudiants en fait qu'il peut y avoir dans une école. On avait créé une table école, donc school, dans lequel en fait il y avait un champ capacity. Donc là, si on fait update school 7 capacity égale 30, on se rend bien compte. Alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va mettre à jour la table school et ça va setter, donc c'était modifier la capacité à 30. Donc là, il faut faire super gaffe à ça, parce que ça veut dire que ça va choper, ça va choper toutes les lignes. D'accord. Là, il n'y a pas de critères. Ça va choper toutes les lignes. Ça va choper toutes les lignes en fait de la table school, et ça va mettre la capacité à 30. Bah, si tu le comprends comme ça, c'est cool. Si Oui, tu veux faire c'est ça, oui. Voilà. Bah oui. Donc là, ok. Mais par contre, du coup, faut faire gaffe, parce que du coup, si tu voulais modifier, par exemple, uniquement, s'il vous plaît, si tu voulais modifier uniquement la capacité de l'école d'Orléans, eh ben là, tu as modifié la capacité de l'école de Lyon. Tu vois? Donc il faut toujours lui rajouter en fait le where après. Si on- Voilà, donc dans Update, généralement, il y a un where. Hein. C'est rare qu'il n'y ait pas de where.
Et donc là, tu dis where, eh ben, city qui est aussi un champ de la table school. Et là, où, donc where city égale Orléans, on va modifier en fait la capacité à 24. Donc ça veut dire on va récupérer tous les résultats, enfin toutes les lignes de la table school où la ville est Orléans et on va définir la capacité à 24 dessus. Il y a un quelconque moyen de faire sur une base de données SQL, j'entends une version même compliquée, Nope. ou de rattraper une bonne données. Nope. Non. Alors, t'as pas tort. On peut faire ce genre de choses, par exemple, sur des transactions. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire des grosses modifications et que tu vas mettre dans une transaction. Donc, en gros, il y a un begin transaction et end transaction. Voilà. Tu mets tous tes select, tous tes insert et machin. Et s'il y a un seul endroit, ça plante, ça fait un rollback. Donc, le rollback, ça veut dire que toutes les modifications qu'il avait faites depuis le début de cette transaction, il les annule. Parce qu'une transaction doit être consistante. Donc c'est-à-dire que tout ce que tu as fait en début de transaction, en fait, une fois que tu arrives à la fin, en fait non, une transaction consistante, c'est-à-dire que quand tu exécutes tout ce qu'il y a dans la transaction, si ça plante à un endroit, en fait, tu ne laisses pas la base de données dans un état, dans un mauvais état, dans un état corrompu. Donc ça c'est pratique. Ah mais oui, exactement. Mais oui, il faut et tu dois même mettre à jour ta base de données, pardon, excusez-moi, le backup de ta base de données, donc sauvegarder ta base de données régulièrement. Et là, il y a des outils qui existent justement, qui vont aller récupérer les fameux fichiers de la base de données, ceux que je t'ai interdit de toucher par exemple, et qui vont les journaliser en fait. Et le jour où tu as un problème, tu peux revenir en arrière sur ta base de données. Et tu peux indiquer une règle en disant je veux que tu fasses un backup tous les 2 jours. Exactement. Ouais. Par contre, c'est pas MySQL qui le gère, ça. C'est un autre système à côté. Dès que je fais une requête, sauvegarde. Comme ça, là, au début. Ouais, alors là, par contre, tu vas te retrouver avec beaucoup de choses. Ouais, non, mais bon, les 2 premiers mois. Non, mais par exemple, tu peux faire ça une fois par semaine ou une fois par... Typiquement, c'est le genre de choses que... Alors, c'est ce qu'on appelle un dump. Hein. Une sauvegarde, c'est ce qu'on appelle un dump. Un dump, ça veut dire, en fait, je récupère en fait, toutes les données de la base de données et je les mets dans un fichier. En gros, c'est un fichier SQL, donc quand vous avez vu tous les updates, les delete from, machin et tout, et ben en gros, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer, il va faire un select de tout, il va faire un insert, et il va mettre ça dans un fichier SQL. Et ce fichier SQL, après, tu peux l'importer où tu veux. Pardon Oui. Mais ça, après, ça dépend du logiciel que tu utilises. Mais voilà. Et par exemple, quand vous allez, si vous faites une grosse mise à jour de base de données ou truc comme ça, qui est significative et potentiellement dangereuse, vous faites d'abord un dump. Là, vous faites votre mise à jour, regardez si ça fonctionne bien, et si ça a planté, comme ça, vous pouvez rollback, vous pouvez revenir à l'ancienne version. Du coup, comme tu disais, avec les logiciels où on peut faire les sauvegardes des fichiers, est-ce que du coup, c'est possible, si je fais une sauvegarde de ma base de données, la mettre sur la base de données de quelqu'un d'autre? Bien sûr. Bien sûr. Par exemple, moi, je travaille en local avec une base de données sur un projet. Si je sais pas, j'embauche un développeur, par exemple, ou j'ai un nouveau collaborateur, et ben, moi, j'ai une base de données de développement qui fonctionne bien, ben, je vais lui la donner. Donc, du coup, je fais un dump, je lui donne le dump, et lui, il l'importe. Et du coup, il a une base de données qui est dans le même état que le mien. Ouais. Pour supprimer une donnée, c'est pareil, delete from. Donc, je supprime à partir de la table student, where, alors là, il ne faut pas oublier le where non plus. Donc la condition, ça va être toutes les lignes dont le first name est percevable. Alors c'est toute la ligne. Si. Et là, ça veut dire Je sais plus d'ailleurs, tu vois, je me demande s'il plante pas. On va s'amuser, on va tester après. Ça veut dire qu'il supprime la ligne entière et pas juste le first name. Ah ouais, Non, tu supprimes la ligne entière. toute la ligne. Si tu veux supprimer juste le first name, c'est un update. D'accord. C'est un update, set first name égale cut. Je trouve ça bizarre Where qu'on n'utilise pas l'ID quand on supprime une ligne entière. Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'ID, hein, on fait des suppressions par identifiant. Par exemple, si tu as une liste d'articles, donc une liste de produits, par exemple, dans votre cas, et que vous cliquez sur supprimer le produit, on va faire un delete from product, where ID du produit égale le produit que vous avez cliqué.
Ça peut pas être un problème si tu as deux Perceval par exemple. Ah bah là, ça va supprimer les deux Perceval. Ah oui, mais si tu veux en supprimer qu'un seul. Eh ben, tu mets l'identifiant. Ok. Tu peux faire un et aussi dans le var. Tu peux dire aussi where first name égale Perceval and ID égale quelque chose. Ok. Et du coup, comment on connaît l'ID? Select. Ah, en faisant le select. Ouais. Ok. Et une question, pour supprimer une table, tu peux pas faire le delete, c'est le drop. Ouais, pour supprimer une table, tu peux pas faire le delete, c'est le drop. Oui. Delete table, ça n'existe pas. C'est drop table. Drop table, le nom de la table. Ouais, Hmm? ouais, Non. c'est vrai. Non, il fait max ID plus 1. Ouais. L'auto-incrément, ce qu'il fait, c'est il prend le max ID et il rajoute 1. Par contre, Ça crée des trous, mais c'est pas grave. les trous, tu peux les remplir, toi. Toi, tu peux les remplir. En lui disant, mets-moi une entrée. Ouais, mais faites-le pas, hein. Faites-le Oui, a pas. priori, non. c'est pas L'identifiant, vous ne le touchez jamais. Ah bah non. Vous ne faites pas d'update de votre identifiant et vous ne faites pas d'insert de votre identifiant. Vous ne le touchez jamais. Vous n'avez pas de raison de le toucher, c'est géré par le système. Après c'est comme dire, écoute, j'ai un truc qui est géré par le système, mais par contre, je veux commencer à mettre mes petites mimines dedans, et ça va forcément foutre le bazar. Hein. Donc moi, par définition, je vous dirais, ne le touchez pas. Il faut qu'il y ait un truc qui marche à peu près. Dès qu'on a un truc qui marche tout seul et qui le fait bien. Hein. Exactement. Alors, du coup, la commande alter permet... Alors, voilà, ça c'est pour modifier. La commande alter permet de modifier la structure d'une table. Donc, par exemple, quand vous avez une table, vous avez fait un create table student. Si vous voulez ajouter un nouveau champ à cette table, eh ben, il faut altérer la table. Et donc, pour altérer la table, ben, on utilise alter table. Voilà. C'est comme ça. Pour créer un nouveau utilisateur, eh ben, c'est create user. Après, il y a plein de trucs. Ne jamais utiliser le user root en production. Ok, c'est assez gros. C'est assez rouge plutôt. Use permet d'indiquer la database à utiliser. Ouais, ça c'est quand vous vous connectez en fait en MySQL, vous mettez use pour dire mes requêtes, elles seront basées sur telle base de données. Vous, typiquement, vous n'aurez pas besoin de le faire avec PHP parce que PHP, lui, on va lui dire de se connecter à une certaine base de données. Donc, on n'aura pas besoin de faire le use. Mais quand vous vous connectez en ligne de commande avec le prompt MySQL sur votre terminal, il faut lui dire quelle base de données utiliser en premier. Donc, tu fais use, juste le nom de la base, et vous le faites qu'une seule fois. Vous avez compris? Pas sûr? Pas sûr. Donc, ça veut dire que quand tu te connectes, quand tu ouvres un terminal, d'accord, tu vas faire MySQL-u root machin. Donc ça va te connecter en fait à ta base de données MySQL. Mais par contre, ça va te connecter à MySQL. Mais ton MySQL, potentiellement, il a plein de bases de données. C'est qu'on a fait plein de create database. Et ben, il faut lui dire en fait quelles sont les données, enfin quelle est la base que tu veux utiliser. Donc tu fais use, le nom de la base. Donc, par exemple, si tu avais fait un create database wild, ben là tu feras un use wild. Tu le fais qu'une seule fois, et après tous tes select et tous tes inserts, ils seront dans cette base-là. Si tu veux changer de base, tu fais use, l'autre nom de base. Voilà. C'est comme le guide checkout, si tu veux. C'est que vous êtes trop bon avec Git maintenant, il faut que je fasse des rapprochements avec Git. Ah, qu'est-ce que je suis fier de vous. Moi, il m'a fallu des années pour comprendre Git. C'est vous 3 semaines. Alors ça me rassure. Oh, c'est 3 semaines, on va voir. Alors, on en est à la quatrième semaine. Grant, ça sert à gérer les droits d'accès aux bases de données et aux utilisateurs. En fait, on va autoriser on va autoriser un utilisateur, donc c'est Grant, un utilisateur, sur une base de données et avec des droits. Bon, là, il y a une certaine syntaxe et tout, un peu compliqué, mais voilà. Ça, généralement, vous le faites une seule fois. Grant, ça veut dire autoriser. Show, c'est permet d'afficher la structure des bases des tables, ça on va le voir. On va s'amuser un petit peu avec ça. Vous avez quelques petites... voilà. Bon, vous irez regarder. Les outils qu'on peut utiliser. Alors, les outils. Ça, c'est ce qui est le plus important pour vous. Pour vous connecter, connexion simple, MySQL-u, user-p. Ok? Si vous ne voulez pas faire le use, dont on vient juste de parler, Catherine, par exemple, tu fais MySQL-u, le nom de ton user, là, ça sera en route, grand D, le nom de la base, -p. Ok? Si on ne fait pas dans le même ordre,
Si on le fait pas dans le même ordre. Si on fait moins P et après moins D. Ah bah non, ça va pas marcher. Parce que en fait, à chaque fois que ça fonctionne comme ça, les arguments. Les arguments, tu dis le type de l'argument, le paramètre de l'argument. Le type de l'argument, le paramètre de l'argument. Donc par exemple, tu peux faire MySQL-U user-P Oui, -d database. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais par contre, tu peux pas mettre le -P entre le C'est ce que je voulais -D. dire. Mais C'était ça. oui, Donc ça marche. -D en majuscule. Ouais. Le paramètre. Mais il n'y a pas toujours de paramètre. Hein. On voit que le -P, il n'y a pas de paramètre. Enfin, Si l'option menée n'est pas spécifique, il faut utiliser je sais pas. Je sais plus ce que ça veut dire exactement. De quoi? Lequel? Le -P là? Mais non, c'est password. C'est password. Ça doit être password. Oui, oui. Password. Oui. C'est de password. Alors dans ces cas-là, vous faites man, M-A-N, espace MySQL, et vous regardez le -P ce qu'il vous dit. Et vous appuyez sur Q. Je peux le dire. Échappe? Moi c'est Q. Si l'option -D n'est pas spécifiée, il faut utiliser use. Bon, ça, ok. Pour importer un fichier SQL dump, donc ça on en parlait tout à l'heure, les dumps, eh ben, c'est plutôt simple. C'est pareil qu'au-dessus. Donc vous vous connectez avec un utilisateur à une base de données et vous importez. Donc ça, en fait, ça veut dire je prends le contenu du fichier mydump.sql et je l'injecte en fait là-dedans. Là. Il faut pas être dans le prompt MySQL. Alors, en fait, ça va le mettre dans le prompt MySQL. Oui, Parce par que contre, ça fait tu vas déjà le faire d'abord depuis- ça. Depuis le c'est ça, prompt c'est- Si, on peut le faire. est-ce que tu peux le faire. On peut le faire, c'est un import. Et comment? Je crois que c'est après. Non, c'est pas après. Bah, tu cherches fort. D'accord. Je suis déçu. Non, je crois que c'est un import. Je sais plus. Je connais plus exactement la syntaxe. Je te la D'accord. donnerai. Parce que on l'utilise souvent. Ouais. Après, ça dépend parce que pour importer, par exemple, on n'utilise pas tout le temps ça. On n'utilise pas tout le temps ça. On utilise en fait d'autres. PHP MyAdmin. Non, PLSQL en fait. Enfin, on utilise d'autres lignes de commande qui permettent d'importer de manière plus rapide. D'accord. Enfin, les dumps SQL comme ça, ils sont pas mal, mais on préfère les avoir en point date. Du coup, ça les compresse. Parce que des fois, on a des gigas et des gigas de données. Donc. Je sais pas si c'est du Perl. C'est le nom du truc. Hein. Du coup, en fait, la dernière commande, elle permet de se connecter à l'utilisateur Et d'importer. d'aller vers la base de données qu'on veut et d'en importer une. Ouais, et d'importer les données qu'il y a dans ce fichier-là. Exactement. Au niveau des interfaces graphiques, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser soit MySQL Workbench, dont je vous parlais, soit PHP Storm. Donc dans PHP Storm, vous avez aussi une partie base de données. C'est presque ce que je vous recommande finalement d'utiliser. Je ne vous ferai pas de démo avec PHP Storm, en tout cas pas tout de suite, parce que cet ordinateur-là ne gère pas PHP Storm. Voilà. Mon Mac est pas assez puissant. Donc moi par exemple pour le coup, même MySQL Workbench c'est un peu chaud. Donc du coup pour le coup moi je vous ferai la démo par exemple avec PHP MyAdmin. Parce que c'est un site web donc au final, et c'est ça. Ouais, j'ai pas envie. Jonathan, je te calme. Il y a des nouvelles pour les licences Pardon PHP Storm, il y a des nouvelles ou pas? Vous allez recevoir un email. D'accord. C'était le cas il y a 3 jours. Il y a 3 jours aussi. C'est mortel. Et je savais pas qu'il y avait un atelier. On fait une pause. C'est quoi l'atelier? Attendez, alors je coupe l'enregistrement, mais ça veut dire que ce sera terminé. Il y en aura parce que c'est quoi l'atelier? C'est toi, tu Ouais, allez. coding pour l'atelier. Non, non. Oui, voilà. Oh, le live coding, on l'utilise pas. Ouais, je trouve que c'est pas. Sinon, tu peux le mettre pause.